Avant de commencer l'histoire du massacre du 8 mai 1945, mettons-nous d'abord dans le contexte de l'Algérie de l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, les Français d'Algérie sont mobilisés dans les mêmes conditions que les Français de la métropole. Le 1er septembre 1939, le gouvernement allemand engage un important effort de propagande chez les musulmans afin de créer des révoltes contre la France. En juin 1940, c'est la défaite militaire française face aux forces militaires nazies. Le 18 et le 22 juin 1940, le général de Gaulle appelle les Français ainsi que toutes les forces militaires à poursuivre le combat face à l'Allemagne nazie. Le nouveau régime de Vichy tente de rallier les Algériens à leur cause. Le 28 mars 1941, Messali Hadj est condamné aux travaux forcés, puis libéré et placé en résidence surveillée en 1944. Il sera transféré en 1945 à Brazzaville, ce qui provoquera la colère des Algériens, et des manifestations seront organisées afin de demander sa libération. Le 8 novembre 1945, des alliés anglo-américains débarquent en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. C'est l'opération Torche. Durant la Seconde Guerre, le 1er mars 1940, l'armée française comptera plus de 340 000 soldats maghrébins qui seront envoyés dans les champs de bataille. 70 000 hommes en métropole, 100 000 en Afrique du Nord, 23 000 au Levant, 2 000 dans la marine et 145 000 affectés aux forces de territoire. Les conditions économiques et sociales font monter progressivement les tensions. Profitant de l'affaiblissement de la France envahie par l'Allemagne et du débarquement anglo-américain en Algérie le 17 janvier 1943, des représentants du PPA, Parti du peuple algérien, des membres de l'association des oulémas, des représentants des élus musulmans et le président de l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord se réunissent à Alger chez l'avocat et homme politique Ahmed Boumendjel afin de rédiger le manifeste du peuple algérien, publié par Ferhat Habès le 10 février 1943, qui revendique le droit du peuple algérien à disposer de soi et qui condamne la colonisation, avec la signature de 28 élus musulmans. Le 12 décembre 1943, De Gaulle annonce l'octroi de la citoyenneté française à plusieurs dizaines de milliers d'Algériens possédant des décorations militaires, des diplômes tels que le certificat d'études, sans qu'ils aient à renoncer à leur statut civil religieux. Cette déclaration aboutira à l'adoption de l'ordonnance du 7 mars 1944 du Comité français de libération nationale, qui accordera la citoyenneté à certaines personnes. La France fera appel ainsi à l'armée d'Afrique, qui compte environ 320 000 soldats maghrébins, pour se libérer, avec la promesse de la citoyenneté française, l'accès à des emplois civils et militaires. Ils seront environ 60 000 à en bénéficier, ce qui déçoit beaucoup. Les services de renseignement alliés et les services de renseignement français constatèrent que l'Algérie était au bord de l'explosion. Le 14 avril 1945, le sous-préfet de Guelma, André Akhiari, décide de former une milice armée afin de maintenir l'ordre dans sa région. Des réunions secrètes entre colons ont lieu à la caisse agricole à Guelma pour créer cette milice armée illégale. Des armes sont distribuées à 176 colons miliciens et 23 véhicules et camions seront mis à disposition par le sous-préfet André Akhiari avec l'accord des maires et du conseiller général et délégué financier Marcel Lavie. Le 15 avril 1945, un repas est organisé à l'hôtel Grand Orient de Mohamed Regui par le bureau des Amis du Manifeste et de la Liberté. Mohamed Regui qui a le soutien de Ferhat Habès pour représenter les Algériens aux prochaines élections locales. Les Algériens connaissent depuis quelque temps une situation de famine, de misère et de chômage. Les agriculteurs sont dépossédés de leurs terres en faveur des colons. La sécheresse, la guerre, les conditions sociales et économiques rendent dans l'ambiance tendue parmi la population européenne qui craignent un soulèvement des musulmans. De plus, Messali Hadj, dirigeant du PPA, a été déporté à Brazzaville le 23 avril 1945. Le 1er mai 1945, des manifestations pacifiques sont organisées par le PPA dans tout le pays afin de réclamer la libération de Messali Hadj et aussi la reconnaissance de la nationalité algérienne et voire même l'indépendance. Les manifestations se passent dans le calme dans la plupart des villes, sauf à Oran, Bessa, Sétif et Alger, où il y eut des affrontements avec la police qui ont fait plusieurs morts et blessés. Un mort à Oran, 2 morts et 13 blessés à Alger. Quelques jours plus tard, c'est la défaite de l'Allemagne nazie.
la victoire des Alliés à laquelle avaient participé les troupes algériennes. Afin de fêter cette victoire, des manifestations sont prévues dans plusieurs régions. Le mardi 8 mai 1945, jour de marché à Sétif, les manifestations pacifiques sont autorisées par les autorités françaises, à condition qu'aucun autre drapeau ne soit déployé à part celui de la France, qu'aucune bannière ou slogan anti-français ne soit scandé et aucune arme n'est tolérée. À 8 heures du matin, à Sétif, la manifestation commence et le peuple commence petit à petit à envahir les rues de la ville. Environ 10 000 personnes se regroupent devant la mosquée de la gare pour fêter cette victoire. Les drapeaux français sont déployés ainsi que les drapeaux des alliés américains et anglais. Des manifestants chantent l'hymne nationaliste Min Jebelina. Des étudiants et des jeunes scouts se trouvaient au premier rang juste derrière les drapeaux alliés, suivis des porteurs de gerbes de fleurs, puis des militants. La manifestation se dirige vers le centre-ville. Des bannières et des pancartes commencent à surgir. Vive l'Algérie libre et indépendante, libérez Messali, abat le colonialisme, Istiqlal, etc. Aïssa Cheraga, un scout musulman, fut désigné pour porter le drapeau algérien durant cette manifestation. Le cortège arrive au niveau du Café de France, avenue Georges Clemenceau. Le drapeau algérien est brandi. Le commissaire Oliveri s'empare du drapeau et le jette à terre. Des Européens qui se trouvaient dans le Café de France et qui assistaient à la scène se précipitèrent dans la foule. Les porteurs de banderoles refusent d'obéir aux ordres donnés par les policiers. Tout finit par déraper. Un jeune homme, Bouzid Sahal, âgé de 26 ans, s'empare du drapeau et un policier lui tire dessus et le tue, ce qui provoque la panique chez les manifestants et une émeute a lieu. Des affrontements entre Européens et musulmans et des tirs provenant de policiers éclatent. Un quart de gendarmerie fonce dans la foule, fauchant plusieurs personnes. De leurs fenêtres, des Européens tirent à leur tour sur la foule. En à peine quelques heures, il y a plusieurs morts et blessés. Pendant que le calme revient à Sétif, après l'arrivée des tirailleurs algériens, la nouvelle de l'émeute se répandit dans les régions voisines de Sétif et provoqua des révoltes dans les douars. Des émeutes éclatent dans l'après-midi dans plusieurs autres régions entre Bijaya et Jijel, ainsi que dans les montagnes de la Petite Kabylie. D'autres manifestations avaient lieu dans plusieurs régions, notamment à Guelma et Kerata. À Guelma, les manifestants avaient commencé leur cortège vers 16 heures à la place des Figuiers pour se diriger vers le monument aux morts. De même qu'à Sétif, les manifestants brandissent des pancartes et des bannières en chantant l'hymne nationaliste Min Jebelina. Vers 18h30, la cérémonie officielle française de célébration du 8 mai s'achève au même moment. Les manifestants arrivent au centre-ville à la place Saint-Augustin. Des chefs de l'AML, amis du manifeste et de la liberté, suivent la cérémonie du 8 mai depuis le café de Mohamed Regui. Le sous-préfet André Akiari, accompagné de l'adjoint au maire, de l'entrepreneur des travaux publics et de l'instituteur socialiste de 8 policiers et de 10 gendarmes, arrêtèrent le cortège avant que celui-ci n'atteigne le monument aux morts. Au premier rang se trouvent 40 jeunes scouts de la troupe El Noujoum. Ils donnent l'ordre aux manifestants de se disperser et de jeter les banderoles, les pancartes et les drapeaux. Le cortège continue d'avancer, ignorant les ordres. L'entrepreneur des travaux publics Fauqueux, mécontent, dit au sous-préfet: « Monsieur le sous-préfet, est-ce qu'il y a ici la France ou pas ?» Suite à cette réflexion, le sous-préfet sort son revolver et tire en l'air. Les policiers et les gendarmes chargent et tirent. Le porte-drapeau Mohamed Salah Boumenza, secrétaire des AML de Milizemo, aujourd'hui Belkhair, sera tué par un coup de feu. 6 autres grièvement blessés. Les manifestants fuient, ils sont poursuivis par les gendarmes qui continuent à tirer. Des coups de feu sont également tirés depuis des maisons. Les manifestants furent repoussés hors de la ville. Malgré la panique, un militant sonna le clairon pour que la gerbe de fleurs soit déposée. Les cafés sont fermés et des barrages et des mitrailleuses seront installés dans chaque carrefour. Des patrouilles de gendarmes et de soldats circulent dans la ville et un couvre-feu sera instauré. La milice d'Européens qui avait été formée par le sous-préfet et qui a été nommé le comité de vigilance est également déployée et armée. Une chasse aux musulmans est alors lancée. La milice rassemble officiellement 280 hommes, tous armés d'armes de guerre, de fusils de chasse. Le sous-préfet Akiari ordonne l'arrestation de plusieurs membres de l'AML, parmi eux Ali Abda et son frère Smaïl, et leur père, membre du PPA et chef de l'AML de Guelma. Ils seront brutalisés, leurs maisons pillées.
Des documents de l'AML de Guelma seront ainsi saisis et une liste sera dressée, ce qui permettra l'arrestation de plusieurs membres de l'AML. Ils seront torturés par les miliciens et les policiers à la gendarmerie dans le cachot de la mort. L'âge de Mélésimo, actuel Belkhair, les frères Bouralmi et Alidrar, qui n'étaient pas membres des AML, furent arrêtés par un garde champêtre. Ils seront exécutés dans le village à titre d'exemple par des miliciens après avoir pillé leur ferme. Le sous-préfet Akiari avait créé des organisations illégales, un conseil de la milice, un tribunal désigné sous le nom de comité de salut public qui sera chargé d'envoyer à la mort les nationalistes et qui se substituera à la justice. Il permettra ainsi aux miliciens de commettre des violences sur les civils désarmés. Ils seront couverts par les élus locaux. Le 9 mai, un bataillon d'infanterie de Sidi Bel Abbès arrive pour évacuer les petits villages européens. 11 Européens seront tués en guise de représailles par les musulmans. Le même jour, le sous-préfet établit un tribunal expéditif. Plusieurs suspects et membres des AML seront arrêtés par les miliciens, dont l'un des chefs, Ahmida Ben Mohamed Seridi, les professeurs et les élèves des Medrassa, les syndicalistes indigènes de la CGT, les scouts de la troupe El-Noujoum seront tous arrêtés et conduits à la prison civile. Il suffisait aux miliciens de désigner un musulman pour qu'il soit conduit en prison. Le 10 mai, 8 dirigeants des AML seront exécutés par la milice. Au vu du nombre de prisonniers, des locaux furent réquisitionnés. Les prisonniers étaient ainsi entassés après avoir été maltraités. Jugés, ils furent conduits dans des camions pleins vers des lieux d'exécution. Le 11 mai, le propriétaire du Grand Hôtel d'Orient, Mohamed Regui, est exécuté devant son hôtel. Le même jour, arrive un télégramme du général de Gaulle qui ordonne l'intervention de l'armée sous le commandement du général Duval. 2000 hommes seront rassemblés, venant de la Légion étrangère, des tabors marocains, des tirailleurs sénégalais, des safis de Tunis et des tirailleurs algériens, en plus de la marine et de l'aviation. Le 12 mai, Ahmed et Hachmi Seridi, trésoriers adjoints des AML, seront à leur tour exécutés. Le préfet de Constantine, Lestrade Carbonel et le général Duval arrivent à Guelma le 13 mai. Devant les corps des Européens tués, le préfet dira « Quelles que soient les bêtises que vous commettrez, je les couvrirai. Messieurs, vengez-vous !» Mais ils n'ont pas attendu l'avis du préfet pour s'en donner à cœur joie. Des milliers d'Algériens avaient déjà été massacrés. Le 15 mai, 45 scouts musulmans El-Noujoum sont exécutés. Le 17 mai, Zora et Hafid Regui, frères et sœurs de Mohamed Regui, sont exécutés. Les Algériens fuyaient pour se mettre à l'abri. À Kerata, dans la wilaya de Bijaya, le 8 mai 1945 est aussi un jour de marché. Il n'y a pas de défilé de prévu. En fin de matinée, la population de Kerata apprend le massacre qui a eu lieu à Sétif. L'administrateur colonial distribue des armes à la population européenne. Le couvre-feu est annoncé aux habitants. Au même moment, la population musulmane est appelée à se rassembler à Kerata. 10 000 personnes arriveront durant la nuit, tout en sachant que les Européens étaient armés et prêts à tuer. Le 9 mai, certains Algériens coupent les lignes téléphoniques, d'autres cherchent des armes. Les personnes qui étaient armées se regroupèrent à l'entrée de Kerata afin de retarder l'arrivée des gendarmes et de l'armée. À midi, l'armée française ouvre le feu avec des automitrailleuses sur la population de Kerata et des villages voisins. Le bateau croiseur du Guet Trouin fait également feu depuis Bijaya. Dans l'après-midi, c'est au tour de l'aviation militaire qui bombarde la région et rase presque plusieurs agglomérations. À 22 h, la Légion étrangère arrive à Kerata. Afin d'alimenter la propagande coloniale, des armes sans munitions, bien évidemment, furent distribuées à certains civils. Des centaines de personnes seront abattues, puis seront par la suite tous jetées mortes ou vivantes par-dessus la falaise, dans les profonds ravins des gorges de Kerata. Le 13 mai 1945, le général Wess, chef de la 5e région aérienne, ordonne le bombardement de tous les rassemblements d'Algériens sur les routes et à proximité des villages. En réponse à ce massacre, des Européens seront tués par des groupes de musulmans. Les émeutes gagneront plusieurs autres villages. 47 civils algériens seront exécutés par l'armée française à Amoucha. Des soldats français feront du porte-à-porte afin de regrouper la population, obligeant les femmes, les enfants, les hommes et les personnes âgées à monter dans des camions. Toute la population sera regroupée sur les plages de Melbou. Les cadavres seront enterrés dans des charniers, mais ces charniers posaient problème. Il fallait faire disparaître les corps.
Ils seront déterrés puis brûlés dans des fours à chaux situés à 2 km d'Héliopolis. Pendant 10 jours, des corps seront ainsi brûlés, afin de dissimuler les charniers avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, chargé d'enquêter sur les tueries. D'après le témoignage des habitants de la région, des camions faisaient des allers-retours et déchargeaient des cadavres pour ensuite les brûler. L'odeur était insupportable. 17 camions étaient chargés avec l'aide de gendarmes. Les restes d'environ 500 musulmans seront brûlés dans ces fours par des prisonniers de guerre italiens. 19 mai 1945, la tournure des événements commence à inquiéter le ministre de l'Intérieur en France, Adrien Tixier. Le général de Gaulle, à la demande du ministre de l'Intérieur, nommera le général de gendarmerie Paul Tubert afin d'enquêter sur les massacres qui ont eu lieu et d'en faire un rapport. Il sera retenu à Alger et on le laissera partir à Sétif seulement le 25 mai, une fois que tout était terminé et nettoyé. Il sera rappelé le lendemain à Alger et ne pourra donc pas se rendre à Guelma et Kerata et les autres villages. Les massacres continueront jusqu'à l'intervention d'Adrien Tixier. La répression prendra fin officiellement le 22 mai. L'armée française a utilisé son arsenal de la mort contre la population musulmane. Bombardiers B-26, chasseurs-bombardiers A-24 volant à basse altitude, des hélicoptères dits bananes, des tirs du croiseur du Guet-Trouin et du contre-torpilleur, le Triomphant, plus de 800 coups de canon depuis Bijaya jusqu'à Sétif, des blindés et des mitrailleuses contre une population sans défense qui se battait pour ses droits. Des officiers exigent la soumission publique des derniers révoltés, les forçant à se prosterner devant le drapeau français. Ils seront tués après ces cérémonies. Il est aujourd'hui impossible de savoir exactement le nombre de victimes algériennes. Malgré les enquêtes, les rapports civils et militaires, et aussi la publication en 1990 par le service historique de l'armée de terre, avec environ 550 pages de documents officiels, au contraire du nombre de victimes européennes qui fut, lui, bien recensé, le 30 juin 1945. Au total, 102 morts, 86 civils, 2 prisonniers de guerre italiens, 14 militaires français dont 3 indigènes et 110 blessés. Selon le rapport du général Raymond Francis Duval du 9 août 1945, les forces militaires et les milices auraient fait 1165 victimes. 900 victimes auraient été tuées par des émeutiers. Selon le gouverneur général Yves Châtaigneau, il y aurait eu 1340 musulmans tués. Quant au ministre de l'Intérieur de France, Adrien Tixier, le nombre total de morts musulmans ne dépasserait pas, selon lui, 1500. Cependant, n'oublions pas qu'à ce moment, beaucoup de familles n'avaient pas encore déclaré les décès et que l'état civil musulman était mal tenu et qu'également énormément de corps ont été brûlés dans des fours crématoires. Par la suite, plusieurs chiffres seront donnés. De hauts fonctionnaires du gouvernement général qui parlent de 5 000 à 6 000 morts. L'historien Charles-André Julien parle de 6 000 à 8 000 morts. Les militaires donnent également ce chiffre. Le 11 juillet, à l'Assemblée consultative provisoire, un député communiste estime le nombre de victimes à 15 000. Le journal Kerot El-Ikhwan, en mai 1946, parle de 20 000 morts. L'organe des Houlaïma algériens El-Basser parle de 80 000 morts. Pendant quelques années, le chiffre de 40 000 martyrs sera avancé par les nationalistes algériens. Puis, le chiffre de 45 000 victimes sera retenu officiellement par les Algériens. En novembre 1945, le ministre annoncera à l'Assemblée nationale le chiffre de 4 560 arrestations, dont 3 696 dans le département de Constantine, 359 dans le département d'Alger, 505 dans le département d'Oran. Les archives de la justice militaire enregistrèrent un total de 3 630 condamnés pour les affaires de mai et juin 1945. 1868 seront condamnés à des peines d'emprisonnement, 157 seront condamnés à mort, 119 seront commués. La plupart seront amnistiés et libérés. La torture aurait été pratiquée dans la majorité des cas. D'après les témoignages des rescapés de ce massacre, la manifestation du 8 mai 1945 était pacifique. Une blessure toujours ouverte pour nous les Algériens qui ont participé grandement à la victoire et à la libération de la France. Le 8 mai 1945 sera à jamais le symbole d'un jour de massacre et non de victoire. La France occultera cette affaire. C'est seulement le 27 février 2005 que l'ambassadeur de France à Alger, Hubert Collin de Verdière, parlera du 8 mai 1945 comme étant une tragédie inexcusable. Le 27 avril 2008, son successeur, Bernard Bajolet,
déclarera devant les étudiants de l'université du 8 mai 1945. Ces déchaînements de folie meurtrière dans lesquels les autorités françaises de l'époque ont eu une très lourde responsabilité a fait des milliers de veuves et d'orphelins, même s'il ne faut pas oublier que plusieurs dizaines de civils européens ont également été assassinés au cours des affrontements. Ces journées qui auraient dû être pour tous celles de la victoire retrouvée, de la fraternité redécouverte dans un combat commun, d'une égalité encore à bâtir, ont été celles de la haine, du deuil et de la douleur. Elles ont fait insulte aux principes fondateurs de la République française et marqué son histoire d'une tache indélébile. D'ores et déjà, et aussi dur que soient les faits, je veux vous dire, messieurs les recteurs, chers professeurs et étudiants, que la France n'entend plus les occulter. Le temps de la dénégation est terminé. Le 5 décembre 2007, l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, rend hommage aux victimes. Il avait évoqué les fautes et les crimes du passé, qu'il avait qualifiés d'impardonnables. Le 19 avril 2015, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, participa au 70e anniversaire des massacres de mai 1945, en présence du ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, où il déposera une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du Shahid Bouzid Saad. Il inscrira dans le livre d'or de la ville. En me rendant à Sétif, je dis la reconnaissance par la France des souffrances endurées et rends hommage aux victimes algériennes et européennes de Sétif, de Guelma et de Kherrata. Au nom de la mémoire partagée par nos deux pays, à continuer d'avancer vers ce qui les réunit. En décembre 2012, l'ancien président français François Hollande déclara à Alger: pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Parmi ces souffrances, il y a le massacre de Sétif, Guelma et Kherrata. Il poursuivra en disant: le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. Il ajoutera: la vérité doit être dite sur la guerre d'Algérie. Le général Duval écrit au gouverneur colonial: je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire, et probablement de façon irrémédiable. Sétif, Guelma, Kherrata garderont à jamais cette blessure et cette souffrance qui est encore présente aujourd'hui. Paix à tous nos chéris. جزائر! جزائر!